Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Stephanie Richardson et je travaille au sein du département des communications de la Banque du Canada. Bienvenue à notre premier webinaire sur la loi des activités associées au paiement de détail où nous vous aiderons à comprendre la supervision des paiements de détail. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de l'enregistrement. Nous sommes ravis de vous voir en si grand nombre en ligne. Veuillez noter que la présentation aujourd'hui sera enregistrée afin de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas y assister d'y avoir accès. Tout d'abord, nous aimerions souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous rendrons hommage aux peuples autochtones de tout le Canada, ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution inestimable à notre pays. Nous vous rejoignons d'Ottawa, le territoire traditionnel non cédé de peuple Algonquin-Anishinaabe. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec Sylviane Desparois, la directrice de l'enregistrement, et Daniel Alexandre Gagnon, le superviseur expert dans l'équipe d'enregistrement au département de la supervision. Sylviane et Daniel Alexandre, à vous la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, de quoi on va traiter? Eh bien, de 3 sujets essentiellement. On va passer en revue qui devrait s'enregistrer en vertu de la LAAPD ou en anglais la RPAA. Deuxièmement, on va parler du processus d'enregistrement, donc comment tout ça, ça va se dérouler. Puis, troisièmement, on va parler des dates importantes qui sont à venir au cours des prochaines années. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Daniel Alexandre. Bonjour à tous et à toutes. Très content d'être avec vous ce matin. Donc, sans plus attendre, comme l'a mentionné ma collègue Sylviane, la question à laquelle nous allons, dans un premier temps, répondre est qui doit s'enregistrer? Ou, en d'autres mots, à qui est-ce que la loi sur les activités associées au paiement de détail s'applique? Donc, de façon générale, il est possible de répondre à cette question à travers 4 critères que l'on peut aborder un peu comme un test en 4 étapes. Donc, d'abord, il faut déterminer si on est un fournisseur de services de paiement. Identifier si on exécute des activités de paiement au détail. Ensuite, il y a des considérations d'ordre des critères à portée géographique qu'il faut analyser. Et finalement, on doit confirmer qu'il n'y a pas d'exclusion qui s'applique. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons un survol assez rapide de ces 4 critères de ce test, mais nous vous invitons vraiment à consulter la politique sur les critères d'enregistrement des fournisseurs de services de paiement qui vient d'être publié là, hier, le 12 décembre, par la Banque et qui donne vraiment plus de détails sur ces différents éléments. La politique est également accompagnée de cas de figure qui visent à illustrer différents éléments là, ou aspects de la politique. Donc, pour commencer, le premier critère ou la première étape est vraiment celui de savoir si on est un fournisseur de services de paiement, si une entité ou une personne physique est un fournisseur de services de paiement. Donc, la loi définit 5 fonctions de paiement. Pour commencer, il y a le fait de tenir ou de fournir un compte. Donc, de façon générale, ça consiste en stocker de l'information personnelle d'un utilisateur final en vue de futurs transferts de fonds ou de transferts électroniques de fonds. Ensuite, on a la détention de fonds, qui est une personne ou une entité qui détient pour un utilisateur final des fonds qui sont en attente, donc accessibles pour un éventuel retrait ou un transfert. Ensuite, nous avons 2 fonctions de paiement qui sont davantage liées avec l'échange ou qui sont en lien avec les instructions de paiement. Donc, on a d'abord l'initiation d'un transfert de fonds. Donc, c'est le fait de saisir, en quelques mots, le fait de saisir ou extraire des renseignements personnels et ou de l'information de paiement, par exemple d'un outil de paiement, que ça pourrait être une carte, et ensuite combiner cette information-là afin de générer la première instruction de paiement qui lance le transfert électronique de fonds. Ensuite, on a une fonction de paiement qui est l'autorisation d'un transfert électronique de fonds ou la réception, la facilitation
et la transmission d'une instruction de paiement. Donc, d'abord, un peu une fonction en deux parties. Donc, l'autorisation, c'est en fait différentes actions qui viennent confirmer qu'un transfert électronique de fonds peut aller de l'avant ou peut avoir lieu. Donc, ça pourrait être, par exemple, en obtenant le consentement d'un utilisateur final à ce que la transaction ou le transfert électronique de fonds ait lieu, ou confirmer qu'il y a suffisamment de fonds dans un compte, par exemple, pour que le transfert électronique de fonds prenne place. Ensuite, la partie en lien avec la transmission, la réception et la facilitation concerne plutôt différentes actions relatives au fait d'envoyer ou de recevoir des instructions de paiement, mais ça inclut également le fait de fournir les infrastructures pour ce faire, pour la transmission de ces instructions-là. Et finalement, on a la prestation de services de compensation et de règlement. Donc, la compensation comprend différentes actions en lien avec le fait de préparer et calculer les obligations de paiement qui doivent être réglées. Et ensuite, on a, tandis que le règlement est défini de façon générale comme l'extinction d'une obligation conformément à un contrat. Donc, dans ce cas-ci, vraiment à un paiement. Donc, c'est la première question afin de savoir est-ce qu'on rencontre la définition d'un fournisseur de services de paiement. La deuxième question est le fait de se demander ou de savoir est-ce que cette fonction de paiement-là ou ces fonctions sont de nature accessoire à une autre activité. Donc, la loi définit un fournisseur de services de paiement comme une personne physique ou une entité qui exécute une fonction de paiement qui n'est pas accessoire à une autre activité qui ne serait pas du paiement. Là. Donc, une autre activité commerciale, par exemple, vendre certains biens ou vendre différents services, des cours en ligne, des biens matériels, ainsi de suite. Donc, en fait, la loi, fondamentalement, vise des activités de paiement qui sont fournies en tant qu'activité commerciale ou en tant que service. Il n'y a pas vraiment l'objet. En fait, une fonction de paiement qui serait exécutée uniquement afin de permettre une autre activité commerciale ou un service qui ne consiste pas en du paiement pourrait être en fait accessoire. Donc, prenons par exemple, il y a généralement une distinction à faire entre un marchand qui exécuterait une fonction de paiement afin de pouvoir commercialiser ou recevoir un paiement pour ses propres biens ou services. Comme je l'ai mentionné, ça pourrait être des cours en ligne, vendre des chaussures, nommez-les. Donc, un marchand qui exécuterait une fonction de paiement à cette fin-là aurait probablement plus de chances que cette fonction soit accessoire à cette autre activité, alors qu'une entité qui exécuterait des fonctions de paiement afin de permettre d'autres vendeurs ou d'autres marchands de vendre leurs propres biens ou services aurait probablement moins de chances que ce soit une activité considérée accessoire. Donc, pour évaluer ceci, la Banque propose et va utiliser différents indicateurs qui seront évalués en fonction de leur pertinence pour les faits en présence ou dans une situation particulière. Donc, quelques exemples. Est-ce que l'activité de paiement génère des revenus ou des avantages commerciaux quelconques? Est-ce que cette activité de paiement-là est mise en marché ou publicisée comme un produit ou un service de paiement? Quelle est l'attente ou la compréhension de l'utilisateur du client qui reçoit ce service-là? Est-ce que la personne s'attend à recevoir un service de paiement ou un service d'autre nature? Et donc, finalement, c'est également important de garder une approche holistique quand on regarde cette partie-là de l'analyse. Donc, une fonction de paiement pourrait être considérée accessoire, par exemple, mais ce n'est pas impossible qu'une même entité exécute d'autres fonctions de paiement qui, elles, ne seraient pas accessoires. Donc, il faut vraiment que l'ensemble des fonctions de paiement soient accessoires pour ne pas rencontrer la définition d'un fournisseur de services de paiement. Donc, le critère numéro 2, c'est le fait d'exécuter une activité associée au paiement de détail. Il y a deux éléments clés dans la définition d'une activité associée au paiement de détail. Donc, une fonction de paiement relative à un transfert électronique de fonds. Donc, ça exclurait, par exemple, une transaction ou un paiement qui serait exclusivement ou entièrement réalisé en espèces. Et ensuite, le transfert électronique de fonds doit être réalisé en monnaie canadienne ou en monnaie étrangère, ou encore potentiellement dans une unité qui répondrait aux critères prévus par le règlement.
Donc, un exemple ici, encore une fois, une transaction ou un paiement qui serait réalisé exclusivement à l'aide de crypto-monnaies ne consisterait pas en une activité associée au paiement en détail. En fait, pour continuer, le troisième critère est la question de la portée géographique. Il faut analyser, en fait, si la loi s'applique aux fournisseurs de services de paiement, considérant les éléments en lien avec la portée géographique de la loi. Et il y a deux façons en vertu duquel cela peut être le cas. Donc, le fournisseur peut avoir un établissement au Canada, assez, disons, plus simple, plus standard, mais un fournisseur de services de paiement qui n'a pas d'établissement au Canada, mais effectue des activités associées au paiement de détail pour un utilisateur final se trouvant au Canada et qui offre ou dirige ces activités à l'intention de personnes physiques ou d'entités au Canada, rencontrerait également la portée géographique du cadre. Donc, disons, quelques exemples rapidement d'indicateurs qui permettent d'identifier si des activités sont dirigées et offertes à l'intention de personnes physiques ou des entités au Canada. Comprennent, par exemple, disons, des activités de marketing ou publicité qui s'adressent à des personnes physiques ou à des entités au Canada. Ça pourrait être le fait d'exploiter un domaine .ca ou d'avoir un accord relatif au paiement de détail ou entretenir une relation de travail dans ce domaine avec une personne physique ou une entité au Canada, afin de pouvoir, encore une fois, offrir ces services à des utilisateurs au Canada. Donc, pour plus de détails, par contre, à ce niveau, vous pouvez, encore une fois, on vous invite à consulter la politique sur les critères d'enregistrement des fournisseurs de services de paiement. Puis ici, finalement, sur la diapo que vous pouvez voir, le tableau peut vous aider à déterminer si vous rencontrez, par exemple, la portée géographique du régime en fonction notamment de votre emplacement, mais également de celui de vos utilisateurs finaux. Donc, pour terminer rapidement, le quatrième critère ou la quatrième question est le fait de vérifier si une exclusion s'applique. Donc, les articles 6 à 11 de la loi sont en lien avec différentes exclusions, des exclusions qui sont d'une part fondées sur une entité ou sur la nature de l'entité et des exclusions d'un autre côté qui sont fondées sur certaines activités. Donc, en bonne partie, l'exclusion sur les entités vise à exclure des entités qui sont déjà réglementées au Canada sous d'autres régimes, sous d'autres cadres législatifs, soit fédéraux ou provinciaux, tels que les banques, les coopératives de crédit, les sociétés d'assurance, sociétés de fiducie et de prêt. Il existe également une exception concernant les agents et les mandataires d'un fournisseur de services de paiement enregistré. Et puis, d'un autre côté, les exclusions fondées sur les activités comprennent généralement certaines activités de paiement au détail qui présentent un risque limité pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est l'exemple, disons, d'une carte cadeau, d'un instrument émis par un marchand qui est limité seulement à l'usage au sein ou auprès de ce marchand ou d'une chaîne de restaurants. Et puis, il y a également des activités là, qui sont déjà sous réglementation prudentielle, qui ne sont pas considérées comme des paiements au détail, qui sont exclus sous ces activités-là. Donc, pour terminer, dernier petit point, donc, lorsqu'on regarde les exclusions en fonction de l'activité, c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres, en fait, que une entité dont une des activités serait exclue n'est pas forcément exclue de l'application de la loi. Il faut également considérer d'autres activités en dehors de celle qui est exclue pour s'assurer, justement, encore une fois, que le cadre s'applique à nous ou non. Donc, sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Sylviane. Merci, Daniel-Alexandre. Alors, on va maintenant qu'on a vu essentiellement à qui va s'appliquer la loi sur les activités associées au paiement de détail, on va passer en revue le processus d'enregistrement. Donc, une fois que vous aurez déterminé que vous devez vous enregistrer en consultant ce webinaire ainsi que le matériel puis les outils qui vont être disponibles sur notre site Web, bien, vous devrez créer un compte sur notre application Web qui va porter le nom de Connexion FSP. Donc, pour vous aider dans ce processus-là de demande d'enregistrement, bien, on a créé un guide détaillé qui décrit vraiment les étapes à suivre pour remplir le formulaire puis soumettre votre demande. Donc, c'est aussi au travers de l'application que vous allez pouvoir régler les frais d'enregistrement pour votre demande qui vont être de 2 500 $ l'an prochain. Donc, Connexion FSP va servir d'interface entre la Banque du Canada puis les fournisseurs de services de paiement. L'application va être disponible à compter du 1er novembre 2024, au début de la période d'enregistrement.
Connexion FSP va vous permettre de soumettre votre demande d'enregistrement, mais aussi de mettre à jour votre information s'il y a des choses qui changent en cours de route et également de payer les frais d'enregistrement. Ça va aussi être une façon pour la banque de communiquer peut-être un peu plus facilement avec les fournisseurs de paiement, fournisseurs de services de paiement. Donc, comme mentionné, l'application Web va être disponible à compter du 1er novembre 2024. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à recevoir vos demandes d'enregistrement. Par contre, vous allez quand même pouvoir commencer à vous préparer bien avant ce moment-là en consultant le guide détaillé pour l'enregistrement qui devrait être publié au cours des prochains mois. Donc, ce guide va vraiment vous donner une bonne idée de ce qui vous sera demandé au moment de soumettre votre demande. La diapo à l'écran va vous donner peut-être un aperçu des types d'informations que vous allez devoir fournir à ce moment-là. Donc, si on regarde du côté gauche, bien, il y a les informations qui ont trait aux coordonnées, donc y compris celles des tiers, des mandataires, puis des entités affiliées. On va également avoir besoin d'informations à propos de la structure, des propriétaires, des créanciers, puis du personnel clé de l'entreprise. On va devoir savoir également quelles sont les fonctions de paiement de détail que vous exécutez ou que vous prévoyez exécuter, sans oublier les éventuels mandataires ou les filiales qui pourraient exécuter ces fonctions-là en votre nom. On va également recueillir l'information à l'effet de savoir est-ce qu'il existe déjà un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents ou si ce n'est pas encore en place, est-ce qu'il y a un plan pour mettre en place cela? Si vous détenez des fonds d'utilisateurs finaux, bien, on va aussi devoir recevoir l'information à propos des moyens pour protéger ces fonds-là. On va aussi devoir recevoir de l'information sur la valeur, le volume des fonds détenus pour les utilisateurs finaux réels projetés, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'étranger. Nombre d'utilisateurs finaux, encore une fois, à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada. Puis finalement, des renseignements relatifs à tout enregistrement qui vise des activités associées au paiement de détail, que ce soit auprès de CANAF ou encore en vertu de toute loi fédérale, provinciale ou territoriale. Donc, avant de soumettre leur demande d'enregistrement, les demandeurs vont devoir payer des frais d'enregistrement en entier avec soit la carte de crédit ou par virement bancaire. Les frais d'enregistrement seront de 2 500 $ en novembre 2024, puis vont augmenter au fil du temps conformément à la formule qui est prévue par règlement. Les paiements des frais d'enregistrement, ça fait partie de votre demande, donc on va seulement pouvoir commencer à évaluer votre demande lorsque les frais auront été payés. Ces frais-là ne seront pas remboursables, même si on décide en bout de compte de ne pas enregistrer un demandeur. Toutefois, ici, ce n'est pas une redevance annuelle. Ces frais-là vont être seulement payés une fois par demande. Donc, ici, ce qui est important de retenir, c'est que la banque va seulement pouvoir communiquer les décisions d'enregistrement après la période de transition. La loi prévoit une période de transition qui va permettre aux personnes physiques puis aux entités concernées de présenter leur demande d'enregistrement, mais aussi pour donner à la banque le temps d'examiner les demandes. Donc, la période de transition va durer à peu près 10 mois, de novembre 2024 à septembre 2025. Quand la banque va recevoir une demande, bien, on va aviser le demandeur. On va également publier la liste des demandeurs sur notre site Web. Pendant l'examen du formulaire, ça se pourrait qu'on vous demande de fournir un peu plus d'informations, puis ça va être très important à ce moment-là de répondre rapidement à la demande pour nous permettre de traiter la demande de façon efficace. Si le dossier répond aux critères d'enregistrement, bien, on va le transmettre par la suite à CANAF, puis au ministère des Finances du Canada. Puis à ce moment-là, on va aussi informer le demandeur. Si jamais le ministre des Finances décide d'effectuer un examen de sécurité nationale, on va également en informer le demandeur. Enfin, la banque va aussi envoyer les décisions d'enregistrement au demandeur après la période de transition, soit en septembre 2025. On va aussi, à ce moment-là, publier une liste de tous les fournisseurs de services de paiement enregistrés, mais aussi une liste des personnes ou entités qui n'auront pas été enregistrées en indiquant les raisons de leur refus. Donc, l'enregistrement pourrait être refusé pour plusieurs raisons qui apparaissent à l'écran. Par exemple, si le demandeur ne satisfait pas aux critères d'enregistrement, s'il ne répond pas à une demande de renseignement,
que la banque lui aurait envoyées, s'il fournit des renseignements qui sont faux ou trompeurs, s'il cesse d'exécuter des activités associées au paiement de détail ou finalement s'il commet une violation de la LAAPD. On pourrait aussi refuser un enregistrement sur la base de renseignements fournis par CANAF. On va aussi devoir refuser un enregistrement si le ministre des Finances nous donne l'instruction de le faire pour certaines raisons, puis je vais en nommer quelques-unes. S'il y a des raisons, bien évidemment, en lien avec la sécurité nationale, si le demandeur n'a pas répondu à une demande de renseignement qui venait du ministre, si le demandeur n'a pas respecté un engagement ou une condition qu'exigeait le ministre, puis finalement, si le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au ministre. Donc, un PSP qui répond aux critères de la loi va devoir présenter sa demande d'enregistrement dès le 1er novembre 2024. Le règlement prévoit un délai de 15 jours pour les FSP qui fournissent actuellement des services associés au paiement de détail. Donc, à compter du 16 novembre 2024, un FSP qui n'a pas fourni de demande d'enregistrement ne sera pas légalement autorisé à continuer d'offrir ses services de paiement de détail. Les personnes physiques et les entités qui souhaitent commencer à opérer en tant que FSP après la fenêtre de 15 jours, mais qui n'ont pas encore déposé leur demande, vont devoir soumettre leur demande d'enregistrement au moins 60 jours avant qu'elles prévoient de commencer à fournir des services de paiement de détail. Donc, bien évidemment, on va surveiller les personnes physiques et les entités qui, à notre avis, devraient s'enregistrer auprès de la banque. Bien évidemment, on va aussi être raisonnable dans notre approche de la conformité, puis on va donner aux fournisseurs de services de paiement qui auraient dû présenter une demande l'occasion de rectifier la situation. Ceci étant dit, on pourrait, au besoin, prendre des mesures pour s'assurer que les personnes physiques ou entités visées se conforment à l'obligation d'enregistrement. Donc, une fois enregistré, il se pourrait qu'un FSP doive présenter une nouvelle demande d'enregistrement. Dans certains cas, y compris lorsqu'une personne physique ou entité prévoit acquérir le contrôle de leur organisation, ou encore lorsqu'une société d'État prévoit obtenir le droit de nommer leur premier cadre dirigeant, leur cadre supérieur ou des membres de leur conseil d'administration, ou d'acquérir une participation dans leur organisation. Alors, lorsque c'est le cas, qu'on rencontre ces deux cas de figure-là, c'est vraiment le FSP enregistré qui va devoir soumettre une nouvelle demande d'enregistrement puis faire approuver cette demande-là avant que les changements n'aient lieu. Donc ici, on voit un aperçu des activités à venir au cours des prochaines années. Donc, on va publier plusieurs politiques et lignes directrices pour aider le secteur à mieux comprendre l'application pratique des exigences de la loi puis du règlement. Donc, le 12 décembre 2023, on a publié nos critères d'enregistrement des fournisseurs de services de paiement, puis aussi notre outil d'auto-évaluation du champ d'application. Je vous encourage d'ailleurs à en prendre connaissance. Au cours du premier trimestre de 2024, nous allons publier pour consultation une première version de nos lignes directrices sur les risques opérationnels. Également sur la protection des fonds, les avis de changement importants, puis la déclaration des incidents. Puis ça va nous permettre de finaliser nos lignes directrices d'ici le 3e trimestre 2024. On va également publier notre guide d'enregistrement détaillé lors du premier trimestre 2024. Ce document d'orientation va être publié avant le lancement de notre projet pilote d'enregistrement qui est actuellement prévu pour avril 2024. Ce projet pilote-là va donner aux fournisseurs de services de paiement l'occasion d'essayer Connexion FSP. Puis, en même temps, ça va nous permettre, à nous, à la banque, de tester nos processus avant que l'enregistrement ne commence pour de bon le 1er novembre 2024. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on accepte toujours les demandes de participation volontaire pour le pilote jusqu'au 15 décembre 2023. Les informations sont sur notre site Web. Donc, la dernière date de cet échéancier, complètement à la droite, c'est le 8 septembre 2025. C'est la date à laquelle on va commencer à publier nos décisions d'enregistrement. C'est aussi à ce moment-là que les exigences du régime en matière de gestion des risques vont entrer en vigueur. Donc, ça fait le tour de notre présentation aujourd'hui. Merci Sylviane et Daniel Alexandre pour cette présentation fort intéressante. Je voulais vous rappeler que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et qu'elle sera bientôt affichée sur le canal YouTube de Banque Canada. Surveillez vos courriels après l'envénement.
vous recevrez un questionnaire de la Banque du Canada. Aujourd'hui, il s'agissait de notre premier webinaire et nous souhaitons connaître vos avis sur la manière de rendre les prochaines sessions encore plus utiles. Notre prochain webinaire sera annoncé bientôt. Surveillez le site web de la Banque et inscrivez-vous à notre bulletin d'information pour plus de détails. Je vous remercie encore pour votre participation. À la prochaine.